Lors du dîner de famille, mon père a dit « Nous avons décidé que tu ne faisais plus partie de la famille. Ne viens plus à aucun rassemblement. » Mon frère a ricané. Je n'ai pas discuté. Cette nuit-là, j'ai simplement annulé tous les paiements automatiques. Le lendemain matin, la discussion de groupe familial était remplie de messages furieux écrits en majuscules. J'ai réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas au moment où papa m'a regardé comme s'il avait répété un verdict des heures avant même notre arrivée. Je m'appelle Allison Pierce, j'ai 29 ans, et rien ne m'avait préparé à ce qui s'est passé lors de ce barbecue dans le jardin à Phoenix. Cela aurait dû être un week-end en famille ordinaire. Au lieu de cela, à l'instant où j'ai posé mon assiette, papa s'est levé devant tout le monde, les yeux fixés sur moi comme s'il prononçait une sentence qu'il jugeait justifiée. Il a pointé son doigt vers moi et a prononcé des mots qui ont eu un impact plus lourd que je n'aurais pu l'imaginer. Nous avons décidé que tu ne faisais plus partie de la famille. Ne viens plus à aucun rassemblement. Pendant un instant, je n'ai pas pu bouger. Je n'arrêtais pas de penser à la raison derrière ce bannissement soudain. Parce que, aussi incroyable que cela puisse paraître, tout venait d'un seul retard de paiement. Un seul. J'avais admis mon erreur. Je l'avais expliqué. Pourtant, ils ont décidé que c'était suffisant pour m'effacer complètement. Comment un simple retard a pu se transformer en une telle exécution publique ? À côté de lui, mon frère se tenait les bras croisés, un rire discret s'échappant de ses lèvres, comme si la scène avait été créée pour son divertissement. Personne n'a remis papa en question. Personne n'a demandé de contexte. Le silence autour de moi disait tout ce qu'il pensait que je méritais. Je n'ai pas riposté. Je suis simplement sorti, j'ai conduit jusqu'à chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai annulé tous les paiements automatiques que je couvrais depuis des années, y compris les frais de copropriété, l'assurance automobile et une partie de leurs dépenses professionnelles. S'ils croyaient que je ne faisais plus partie de la famille, alors ils pouvaient vivre exactement comme si je n'existais pas. Le lendemain matin, la discussion de groupe familial a explosé de messages furieux écrits en majuscules. Avant de continuer, laissez un commentaire pour me dire si vous pensez qu'une seule erreur devrait donner à une famille le droit de rejeter quelqu'un aussi complètement, car j'ai besoin de savoir si quelqu'un d'autre a vécu une chose aussi extrême. Plusieurs mois avant ce barbecue, les choses dans ma famille avaient déjà commencé à déraper, même si personne ne voulait l'admettre. Pendant cette période, mes journées tournaient presque entièrement autour de mon travail dans un établissement de santé à Phoenix, où les gardes se prolongeaient souvent bien au-delà de ce qui était écrit sur le planning. Je passais de chambre en chambre avec des dossiers médicaux entre les mains et des responsabilités empilées sur mes épaules, essayant de suivre le rythme d'une charge de travail qui ralentissait rarement. Je pensais que concilier de longues heures et des délais serrés était la partie la plus difficile de ma routine. Pourtant, la véritable pression m'attendait chaque fois que mon téléphone s'allumait avec un nom familier. Maman appelait généralement tard le soir, quand elle savait que je venais de terminer le travail, et sa voix portait un mélange de douceur et d'attente que je n'avais jamais vraiment remis en question. Le schéma était presque prévisible car elle amorçait doucement la conversation avant de mentionner des frais de copropriété en retard, ou un paiement médical qui nécessitait mon attention, ou l'assurance automobile mensuelle que papa ne pouvait pas payer à temps. Elle expliquait toujours le problème avec la même assurance qu'il s'occuperait de tout le mois suivant. Bien que le mois suivant soit arrivé avec une nouvelle histoire et une autre obligation dont ils espéraient que je pourrais m'occuper. Je continuais à me dire que les soutenir était la bonne chose à faire parce qu'ils étaient mes parents et que les parents ne devraient pas lutter seuls. Mais les demandes ne s'arrêtaient jamais assez longtemps pour que je puisse me remettre des précédentes. La pression constante a créé un rythme qui a façonné toute ma routine et je m'y suis lentement adapté sans remarquer combien d'espace cela consommait dans ma vie. Au cours d'une de ces semaines, j'ai également dû faire face à la façon dont mon frère traversait la vie avec un niveau de liberté qui ne correspondait pas à notre réalité. C'était la première fois que je remarquais pleinement à quel point nos rôles étaient devenus différents. Alors, je les présentais correctement dans mon propre esprit. Mon frère, Ethan Pierce, occupait rarement un emploi stable, mais ne manquait jamais de rien de ce qu'il désirait. Il avait toujours un chemin tout tracé pour lui. Et maman défendait ses choix avec une loyauté inébranlable qui ne s'est jamais étendue vers moi avec la même intensité. Après ce moment de prise de conscience, j'ai commencé à reconnaître le déséquilibre dans chaque conversation qui a suivi. Chaque fois que maman me demandait un autre paiement, elle parlait comme si ses responsabilités m'appartenaient naturellement, et qu'un refus signifierait que j'avais laissé tomber la famille. Papa restait plus silencieux, mais son silence ressemblait à un accord avec n'importe quel fardeau que maman plaçait sur mes épaules.
Je savais qu'ils n'avaient pas l'intention de me faire du mal. Pourtant, leurs attentes créaient un poids qui s'installait plus profondément chaque mois. J'ai commencé à remarquer combien de petits prêts j'avais absorbés sans les appeler des prêts, et combien d'urgences s'étaient transformées en habitudes déguisées en revers temporaires. Maman utilisait toujours la même réplique chaque fois qu'elle sentait que j'étais dépassé. Elle disait que ce n'était que pour ce mois-ci et que les choses s'amélioreraient bientôt. Mais l'histoire n'arrêtait pas de se répéter d'une manière qui faisait perdre tout leur sens à ces mots. Il y a eu des moments où j'ai envisagé d'établir des limites. Cependant, je me suis convaincu que le faire me ferait paraître égoïste. Je me disais que je pouvais tout gérer si je restais organisé, si je faisais attention à mes comptes et si j'ajustais mes dépenses, bien que le coût émotionnel soit devenu plus lourd que le coût financier. Chaque demande grignotait l'énergie dont j'avais besoin pour ma propre vie, et j'ai commencé à me sentir épuisé sans avoir de moyens clairs de l'exprimer. Je portais l'attention avec moi tout au long de chaque garde et j'essayais de la laisser derrière moi quand je pointais à la fin de mon service, mais elle me suivait à la maison comme une obligation qui refusait d'attendre le matin. Le temps que ces mois passent, la pression s'était tissée dans chaque partie de ma routine, et j'ai appris à avancer sans aborder ce qui m'épuisait lentement. Je ne le savais pas alors, mais le déséquilibre finirait par entrer en collision avec tout ce qui a suivi. Une semaine avant le barbecue, je pensais que tout entre moi et mes parents était encore gérable, même si la pression autour de l'argent était devenue plus lourde que je ne voulais l'admettre. J'étais au milieu d'une double garde quand maman a appelé pour me dire qu'elle et papa prévoyaient une courte escapade familiale à Miami. Elle a dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour couvrir une partie des frais initiaux car les prix augmentaient rapidement et elle a insisté sur le fait que cela devait être fait dans la journée. J'avais à peine le temps de respirer entre les patients. Pourtant, je l'ai rassuré en lui disant que je m'en occuperais car les aider me semblait toujours être la chose naturelle à faire. J'ai raccroché et je suis retourné dans le chaos de la clinique où mon énergie était déjà mise à rude épreuve. Je suis passé de chambre en essayant de rester concentré alors que la garde se prolongeait plus que prévu. La batterie de mon téléphone a lentement atteint sa limite et, au moment où j'ai réalisé qu'elle était presque vide, je n'avais aucune chance de le brancher. Je me suis dit que je m'occuperais du paiement une fois rentré à la maison. Mais la nuit s'est écoulée plus vite que je ne l'avais prévu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une série d'appels manqués et un message vocal de maman qui semblait plus froid que d'habitude. Elle a dit que le paiement n'était pas passé et qu'ils avaient été obligés d'ajuster leur plan. Je l'ai appelé immédiatement pour m'excuser, expliquant que la garde avait été écrasante et que mon téléphone n'avait plus de batterie avant que je ne puisse tout terminer. J'ai essayé de parler calmement parce que je croyais que la situation pouvait être résolue avec de la compréhension. Au lieu d'accepter l'explication, elle m'a dit que je devais être plus responsable et que je n'allais jamais jusqu'au bout de ce que je promettais. Sa déception m'a semblé plus lourde que l'erreur elle-même, surtout quand papa a répété la même critique plus tard dans la journée. Leur ton rendait évident le fait qu'ils n'étaient pas intéressés à entendre quoi que ce soit au-delà du délai non respecté. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu une notification de Facebook. Ethan, qui n'avait pris presque aucune part aux responsabilités familiales, avait publié une mise à jour vague qui semblait m'être destinée, même s'il n'avait jamais écrit mon nom. Il a écrit que certaines personnes adorent jouer les gens fiables jusqu'à ce que quelque chose de petit expose leurs vraies priorités, suivi d'une série d'émojis qui rient. La publication a suscité des réactions rapides de la part de parents qui croyaient déjà que j'étais censé gérer chaque détail logistique pour la famille. J'ai ressenti un mélange de honte et de frustration car je n'avais encore jamais demandé à Ethan d'intervenir pour quoi que ce soit. Il s'était positionné comme quelqu'un qui ne faisait jamais d'erreur. J'ai envisagé de le confronter, mais j'ai choisi de ne pas aggraver la situation. J'avais besoin d'espace pour réfléchir plutôt que d'une autre dispute qui ne résoudrait jamais rien. J'ai supprimé la notification et éteint mon téléphone pour pouvoir retourner à ma garde sans le poids de ses commentaires sur ma poitrine. Ce choix n'a pas supprimé la tension qui s'accumulait en moi, mais il m'a permis de rester concentré sur ce qui nécessitait mon attention pendant la journée. La situation de Miami est restée dans mon esprit bien après la fin de l'appel parce qu'elle a révélé quelque chose que j'ignorais depuis trop longtemps. Ils étaient prêts à me juger durement pour un seul retard de paiement tout en fermant les yeux sur tout ce que j'avais constamment géré pour eux au fil des années. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que quelque chose dans notre dynamique avait changé d'une manière qu'aucune excuse ne pouvait plus réparer. Au moment où le week-end est finalement arrivé, je pouvais sentir une tension silencieuse s'installer dans le jardin de mon père bien avant que quiconque ne serve une assiette ou ne tire une chaise. J'ai essayé de surmonter le malaise, me disant que c'était une autre réunion de famille ordinaire. Pourtant,
la façon dont les conversations s'interrompaient à mon approche m'a indiqué que j'étais entré dans une mise en scène dont je n'avais pas été averti. Les gens évitaient le contact visuel comme s'ils suivaient un scénario que je n'avais jamais lu. J'ai pris place près du bord de la longue table, espérant que la tension s'apaiserait une fois la nourriture arrivée. Mais l'inconfort n'a fait que s'accentuer lorsque papa s'est levé de sa chaise avec une précision délibérée. Il a attendu que chaque membre de la famille se taise. Puis il s'est tourné vers moi avec une expression si sévère que j'ai senti l'air se raréfier. Sa voix a résonné à travers la table avec une clarté qui ne laissait aucune place au malentendu. Nous avons décidé que tu ne faisais plus partie de la famille. Ne viens plus à aucun rassemblement. La conversation s'est arrêtée net. Les fourchettes sont restées en l'air et plusieurs têtes se sont baissées comme si elles savaient déjà ce qui allait arriver. C'était une déclaration prononcée comme un verdict, non pas dans un moment de colère, et le caractère définitif de son ton a clairement montré qu'il ne s'agissait pas d'une demande, mais d'une décision déjà gravée dans le marbre. Maman est restée assise à côté de lui sans lever les yeux. Elle a croisé les mains sur ses genoux, refusant de croiser mon regard, et ce refus en disait plus long que n'importe quel mot qu'elle aurait pu prononcer. Puis Ethan a jeté un coup d'œil dans ma direction, et le petit rictus de sa bouche a révélé à quel point il était satisfait de me voir coincé. Il n'a fait aucune tentative pour cacher son amusement, se penchant en arrière, comme si la scène qui se déroulait était un divertissement pour lequel il avait payé. J'ai reconnu la distance dans sa posture, un signal que peu importe ce que cette décision signifiait pour moi, il y était préparé bien avant que papa ne l'exprime à voix haute. J'ai senti plusieurs proches bouger sur leur siège, mais personne n'est intervenu ni n'a remis en question la déclaration. Le silence autour de la table pesait sur moi, pourtant j'ai refusé de leur donner la réaction qu'ils attendaient. Au lieu de me défendre ou d'exiger une justification, je me suis levé lentement en repoussant ma chaise avec un calme que je ne ressentais pas entièrement. Je n'ai rien dit à papa. Je n'ai rien offert à maman. J'ai regardé brièvement Ethan, qui attendait une dispute, et je lui ai refusé cette satisfaction. Puis je me suis éloigné de la table d'un pas assuré, refusant de regarder en arrière, même quand j'ai entendu quelqu'un chuchoter, ne sachant pas s'il devait me rappeler ou me laisser partir. Le trajet du retour s'est passé dans un état second. Mais au moment où je suis entré dans mon appartement, la clarté s'est installée sur moi comme un ultime avertissement. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté à chaque compte lié à leur confort, et j'ai commencé à fermer chaque obligation financière que je maintenais. Le paiement de la copropriété a disparu en premier, suivi des polices d'assurance et de chaque prélèvement récurrent lié au véhicule de papa. Chaque annulation enlevait un fil invisible qui me reliait aux attentes qu'ils avaient construites au fil des années. Le processus était méticuleux, non émotionnel, et avec chaque email de confirmation qui arrivait dans ma boîte de réception, je sentais le poids de l'obligation se détacher. Il n'y a eu aucune pensée dramatique ni doute persistant lorsque j'ai terminé, seulement la certitude silencieuse que j'avais fait le premier pas vers une séparation qu'ils avaient annoncée avant même que je ne l'envisage possible. J'ai fermé mon ordinateur portable une fois que chaque paiement a été résilié, sachant que les conséquences feraient bientôt surface, mais me sentant étrangement stable d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le lendemain matin est arrivé avec une sorte de silence pesant qui s'est installé dans mon appartement avant même que je ne vérifie mon téléphone. Quand j'ai finalement déverrouillé l'écran, la discussion de groupe familial débordait déjà de messages qui s'accumulaient plus vite que je ne pouvais les lire. Le ton de la conversation avait changé du jour au lendemain pour devenir accusateur et tranchant, façonné par de longs paragraphes de mes parents et des commentaires plus courts et plus acerbes de membres de la famille élargie qui n'avaient jamais pris la peine de me parler directement à moi. Qu'il n'y ait des ragots à partager. Leurs mots remettaient en question mes intentions, ma loyauté, et même ma maturité, comme si un seul instant lors d'un repas dans le jardin pouvait effacer tout ce que j'avais fait au fil des années. J'ai fait défiler lentement chaque message, essayant de comprendre comment ils avaient élaboré un récit dans lequel j'avais délibérément perturbé une réunion pacifique. Plusieurs tantes ont tapé des explications sur la façon dont mon attitude avait choqué toute la table. Un cousin a répété l'une des plaintes de papa comme s'il s'agissait d'un fait confirmé. Quelqu'un d'autre a ajouté que j'avais embarrassé la famille sans offrir aucun contexte. Chaque nouveau bloc de texte resserrait la pression dans ma poitrine. Pourtant, je n'ai pas pu me résoudre à répondre. J'ai posé le téléphone, pris une longue inspiration, puis je l'ai repris car les notifications continuaient d'arriver. Maman et papa ont commencé à appeler quelques minutes plus tard. J'ai regardé l'écran s'allumer pendant que je restais immobile sur le canapé, refusant de répondre alors que je savais que la conversation ne ferait que suivre le même scénario.
Ils ont rappelé après la première tentative, puis une troisième fois. Leur persévérance n'avait rien à voir avec de l'inquiétude. Ils voulaient le contrôle, pas la compréhension. J'ai laissé chaque appel sonner jusqu'à ce qu'il se coupe naturellement, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti une limite se former à la place de la culpabilité. Au fur et à mesure que la matinée avançait, mes proches sont passés des commentaires de groupe aux messages privés. Leur ton mêlait l'amusement au jugement, comme si se moquer de moi allait d'une manière ou d'une autre restaurer l'équilibre de la famille. L'un d'eux a écrit que j'avais gâché un après-midi agréable pour tout le monde. Un autre a suggéré que je devrais m'excuser publiquement. Quelqu'un d'autre a dit que l'annonce de papa avait été difficile à entendre pour eux, mais nécessaire. J'ai lu ces lignes avec la conscience grandissante qu'aucun d'entre eux ne voulait la vérité. Ils voulaient seulement une cible facile. Ethan m'a contacté séparément, choisissant d'envoyer un message texte plutôt que de commenter dans la discussion de groupe. Son message insistait sur le fait que je m'étais attiré toute cette situation. Il a dit que papa n'avait pas le choix après mon comportement et a ajouté que j'avais blessé maman plus que je ne le réalisais. Il n'y avait aucune reconnaissance de la façon dont il m'avait traité, aucun sens des responsabilités quant à son rôle dans tout ce qui s'était passé. Son ton impliquait qu'il parlait avec autorité, comme s'il représentait toute la famille. J'ai fermé le message sans répondre car engager la conversation avec lui ne ferait que creuser la blessure. Une clarté silencieuse s'est installée à ce moment-là. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai accédé au registre financier de la petite entreprise familiale que j'avais discrètement soutenue pendant des années. L'investissement initial que j'avais fourni avait aidé à maintenir plusieurs projets en cours. Ma décision de me retirer maintenant semblait avoir trop tardé. J'ai soumis les documents sans hésiter, comprenant que les conséquences se répercuteraient directement sur papa, qui comptait énormément sur ce financement pour maintenir ses projets. L'acte était simple mais ferme. Une fois les documents finalisés, j'ai ouvert un dossier qui contenait des années de factures et de reçus sauvegardés. Voir les preuves physiques de mes contributions a aidé à restaurer un sentiment d'ancrage qui m'avait manqué. J'ai rassemblé les documents en piles organisées, me sentant plus forte avec chaque page que je mettais en ordre. Bien que les conséquences du barbecue aient créé une tempête d'accusations, la collecte de ces registres m'a rappelé que la réalité n'était pas façonnée par leur version de l'histoire, mais par la vérité que je portais en moi. La semaine suivante, une série d'événements s'est déroulée avec une rapidité qui a à la fois stupéfié et clarifié tout ce que j'avais senti s'accumuler sous la surface pendant des années. Je m'étais attendu au silence de mes parents après le chaos de la discussion de groupe. Cependant, ce qui est arrivé à la place était un avis certifié m'informant que maman et papa avaient déposé une plainte civile m'accusant d'avoir causé un préjudice financier à l'entreprise familiale par mon retrait de fonds. Le langage du document semblait froid et distant, comme s'il avait été réécrit par quelqu'un qui ne m'avait jamais élevé. Ils alléguaient que ma décision avait déstabilisé leurs opérations et que j'avais agi par méchanceté plutôt que par souci légitime. La lecture de ces lignes a clairement montré que le conflit avait franchi un seuil qui ne pouvait plus être géré en privé. J'ai contacté la première personne qui m'est venue à l'esprit, mon avocat, Daniel Cross, dont l'approche directe avait gagné ma confiance lors d'une précédente affaire juridique. Daniel a écouté attentivement pendant que j'expliquais la situation, des messages hostiles après le barbecue aux années de soutien financier non documenté que j'avais fourni. Quand j'ai terminé, il n'a fait qu'une courte pause avant de déclarer que mon retrait de capital était dans mes droits et tombait entièrement dans les limites de l'accord d'exploitation. Son ton contenait la certitude de quelqu'un qui avait navigué dans des litiges similaires et qui reconnaissait quand une plainte manquait de fondement. Daniel a examiné les documents de maman et papa, notant les accusations vagues et l'absence de violation contractuelle spécifique. Il a souligné que leur plainte reposait fortement sur des affirmations émotionnelles plutôt que sur une substance juridique, ce qui nous donnait des motifs pour répondre fermement. Après avoir confirmé que mes contributions n'avaient jamais été liées à des obligations continues, il a recommandé de déposer une demande reconventionnelle sur la base du fait que maman et papa avaient détourné à plusieurs reprises des fonds de l'entreprise vers des dépenses personnelles. Un abus qui entraînait une responsabilité importante en vertu des réglementations de l'État. Suivant ses conseils, j'ai autorisé Daniel à procéder. Il a rédigé une demande d'audit interne menée par un cabinet indépendant pour examiner les registres financiers de l'entreprise. La décision a semblé nécessaire plutôt qu'agressive, surtout après avoir examiné des années de reçus que j'avais discrètement conservés, dont beaucoup documentaient des dépenses sans rapport avec les opérations commerciales. Daniel a soumis la demande d'audit, expliquant que la transparence renforcerait notre position et me protégerait d'autres allégations. Lorsque les auditeurs ont rendu leurs conclusions préliminaires,
les incohérences étaient trop importantes pour être ignorées. Des paiements étiquetés comme des coûts opérationnels avaient été appliqués à des voyages personnels, des rénovations domiciliaires et des achats non liés. Rien de tout cela ne s'apparentait à un comportement criminel, mais le schéma montrait un mépris évident pour les limites financières. Daniel a lu le rapport avec une expression contrôlée, puis m'a dit que ces résultats modifieraient considérablement l'affaire. Les plaintes contre moi semblaient maintenant être des représailles plutôt que légitimes. Les nouvelles du différend sont parvenues aux membres de la famille élargie via les réseaux sociaux. Ethan a fait une publication publique sous-entendant que j'avais trahi la famille une fois de plus, évitant mon nom tout en ne laissant aucun doute sur sa cible. Cependant, la réaction ne ressemblait pas au précédent cœur de jugement. Plusieurs proches ont remis en question son récit, faisant référence aux résultats de l'audit qui avait commencé à circuler discrètement parmi ceux qui maintenaient des liens avec l'entreprise. Pour la première fois, l'histoire n'était plus façonnée uniquement par maman, papa ou Ethan. La vérité avait pris son propre élan. Alors que Daniel préparait notre réponse officielle, j'ai réalisé que la situation était passée d'un chaos émotionnel à une confrontation structurée dans laquelle les faits avaient plus de poids que les accusations. Le processus juridique serait lent. Pourtant, pour la première fois, je me suis senti ancré plutôt que dépassé. La vérité n'était plus confinée à mes souvenirs. Elle avait été documentée, vérifiée et placée entre les mains de quelqu'un qui savait comment la défendre. Quelques semaines plus tard, les conséquences juridiques et financières qui s'étaient développées discrètement en arrière-plan ont fait surface avec une clarté indéniable. L'audit interne que Daniel avait demandé s'est conclu par un rapport formel soumis au Bureau de réglementation de l'État, et les conclusions ont déclenché un examen immédiat de l'entreprise familiale. Ce qui a suivi a été une série de pénalités de conformité émises pour l'utilisation abusive de fonds opérationnels, chacune fondée sur des transactions documentées qui sortaient du champ autorisé des dépenses professionnelles. Aucune des violations n'était assez grave pour menacer l'existence de l'entreprise. Pourtant, l'impact était suffisamment substantiel pour imposer une pression financière à maman et papa qu'ils n'avaient jamais anticipée lorsqu'ils ont déposé leur plainte contre moi. La décision administrative comprenait une ordonnance les obligeant à restituer le montant total du capital que j'avais retiré, ainsi qu'une compensation légale basée sur la valeur des fonds pendant la période d'utilisation abusive. Lorsque Daniel a expliqué la décision, il a souligné que le résultat n'était pas une victoire personnelle, mais une mesure corrective standard en vertu du droit des sociétés de l'État. Néanmoins, entendre que les fonds que j'avais fournis au fil des ans seraient restitués a procuré un sentiment de conclusion que je ne m'attendais pas à recevoir. Le tribunal n'a pas présenté la décision comme une punition. Au lieu de cela, il a reconnu que mes contributions avaient été traitées de manière informelle pendant trop longtemps et que des limites appropriées devaient être rétablies. Les répercussions se sont étendues au-delà des sanctions réglementaires. Sans le coussin financier sur lequel ils comptaient autrefois, maman et papa ont mis fin à plusieurs dépenses discrétionnaires, ce qui a immédiatement affecté Ethan. Ces frais de subsistance avaient été soutenus par les fonds de l'entreprise, un fait qui est devenu impossible à maintenir une fois les résultats de l'audit officialisés. En peu de temps, Ethan a dû quitter la maison de location qu'il occupait et chercher un travail temporaire. Il a envoyé quelques messages vagues sur les réseaux sociaux faisant allusion à des circonstances injustes. Pourtant, ces publications ont attiré peu de sympathie. Certains proches, au courant de la situation grâce aux discussions sur l'audit, ont remis en question les choix qui avaient conduit à ce résultat. Leurs réponses reflétaient un changement dans la façon dont la famille percevait la chaîne des événements, et le favoritisme tacite qui avait façonné une grande partie de mon passé ne semblait plus tenable. Peu de temps après la finalisation de la décision, maman et papa ont tenté de me contacter par de multiples canaux. Ils ont envoyé de longs messages demandant une conversation, suivi d'appels répétés insistant sur une chance de parler en famille et de restaurer un lien qu'ils prétendaient avoir été endommagé par un malentendu. Leur ton différait des accusations qu'ils utilisaient autrefois. Cependant, le contraste n'a fait que renforcer à quel point leur volonté de communiquer avait toujours été conditionnelle. J'ai bloqué leur numéro après avoir lu les premiers messages, consciente que toute conversation serait motivée par le désespoir financier plutôt que par une véritable responsabilité. Refuser de se réconcilier n'était ni impulsif ni vindicatif. C'était la première limite que j'ai établie sans hésitation ni culpabilité, un choix façonné par des années de déséquilibre qui avaient pris beaucoup trop de temps à être reconnus. La distance semblait stable plutôt que solitaire. Et pour la première fois, j'ai compris que la paix vient parfois du refus de rouvrir des portes qui ont été fermées par des actions délibérées plutôt que par des accidents. Quand tout s'est finalement mis en place,
j'ai réalisé à quel point ma vie avait complètement changé sans aucun geste dramatique ni confrontation. La transition m'a semblé calme mais décisive, comme si les turbulences qui avaient dominé les mois précédents s'étaient épuisées et avaient laissé derrière elles une clarté que je n'avais pas pu atteindre jusque-là. Une fois les affaires juridiques conclues et les limites financières officialisées, je me suis concentré sur les étapes pratiques nécessaires pour créer un environnement plus sain pour moi-même. J'ai trouvé un nouvel appartement à l'autre bout de la ville, j'ai signé le bail sans hésitation et j'ai déménagé en quelques jours. L'espace m'a semblé peu familier au début, mais je m'y suis adapté plus rapidement que prévu car l'absence de tension constante m'a permis de respirer enfin sans anticiper les critiques ou les exigences. Je n'ai pas informé maman ni papa du déménagement, et je n'ai laissé aucune adresse de réexpédition. Leurs numéros sont restés bloqués, et j'ai gardé mes appareils silencieux chaque fois que les vieilles habitudes de vérifier les nouveaux messages refaisaient surface. Le calme de ces premières semaines m'a paru inhabituel. Pourtant, la tranquillité a renforcé ma décision de maintenir des limites strictes. J'ai arrêté d'expliquer mes choix à quiconque lié à mon ancien foyer, et l'absence de ces obligations a rendu mes journées plus légères. Il n'y avait plus d'attentes persistantes, plus de pièges émotionnels déguisés en responsabilité familiale, et plus de cycles de déception qui suivaient chaque tentative de répondre à des normes qui changeaient selon l'humeur des autres. Ma routine s'est améliorée car j'ai investi du temps en moi-même plutôt que de réagir aux bruits qui avaient rempli ma vie pendant des années. J'ai exploré des passe-temps que j'avais autrefois abandonnés à cause de l'épuisement, j'ai lu pendant les soirées sans interruption et j'ai créé un emploi du temps hebdomadaire centré sur mon bien-être physique au lieu de mes obligations financières. Cette nouvelle stabilité a mis en évidence le peu de paix que j'avais connu auparavant. Il est devenu évident que le chaos du passé n'avait jamais été accidentel. Il avait été normalisé par la répétition. Me retirer de cet environnement a révélé à quel point mon sens des responsabilités s'était déformé. Une parente éloignée m'a contacté peu de temps après que la décision du tribunal ait circulé parmi les membres de la famille élargie. Elle a envoyé un court message exprimant son soutien et m'a encouragé à continuer à protéger mes limites. Son message ne demandait ni explication ni mise à jour, et elle ne m'a plus jamais contacté. Ce seul geste contenait plus de sincérité que les discours élaborés que ma famille immédiate avait utilisés dans le passé chaque fois qu'ils essayaient de justifier leur traitement. J'ai apprécié son respect pour ma vie privée, ce qui a renforcé l'idée que le soutien ne nécessite pas d'intrusion. Au fil des semaines, j'ai réalisé que je n'avais aucun désir de reconstruire une quelconque partie des relations qui avaient façonné mon enfance. Les discussions de groupe ne me manquaient pas, ni les réunions de vacances obligatoires, ni le sentiment de lourdeur qui accompagnait chaque interaction. La distance m'a permis de comprendre que l'amour ne devrait pas être conditionnel à la soumission ni mesuré par une contribution financière. J'ai créé un foyer qui reflétait mes priorités plutôt que les obligations imposées par les autres. Pour la première fois, je me suis senti entièrement responsable de mon avenir sans porter le poids de la culpabilité qui avait autrefois défini tant de mes décisions. Les limites ne ressemblaient plus à un bouclier contre les conflits. Elles sont devenues une forme de respect de soi qui a guidé chaque choix que je faisais. Je ne réagissais plus par peur de décevoir les personnes qui profitaient de mon silence. La paix que j'ai trouvée dans ma nouvelle vie ne venait pas de l'isolement, mais de la réalisation que je vivais enfin selon des valeurs que j'avais définies pour moi-même. Le passé pouvait rester à sa place sans assombrir les parties de ma vie qui gardaient encore de la place pour la croissance. Des limites saines sont une forme essentielle d'autoprotection, surtout lorsque la gentillesse est traitée à plusieurs reprises comme une obligation plutôt que comme un cadeau. S'éloigner des dynamiques néfastes ne rend pas quelqu'un déloyal. Cela reflète une compréhension de la valeur personnelle et des limites émotionnelles. Lorsque les gens abusent de la générosité ou manipulent la responsabilité pour maintenir le contrôle, la réponse la plus puissante est de choisir la paix plutôt que de continuer à participer. La croissance commence lorsque nous arrêtons de nous excuser de nous protéger. Merci d'être resté avec moi tout au long de l'histoire. Votre temps et votre présence comptent plus que vous ne le pensez. Et j'espère que cette expérience encouragera une réflexion significative sur les limites, les attentes familiales et le courage de choisir une voie plus saine. J'aimerais beaucoup entendre vos pensées, vos réflexions personnelles ou des expériences similaires. N'hésitez pas à partager votre point de vue dans les commentaires car votre voix ajoute de la profondeur à chaque histoire racontée.